Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sacré morceau, le livre de Steven Pinker, Comment l'esprit fonctionne. On a une pile de notes, d'extraits, et notre mission, c'est d'en extraire l'essence. L'idée centrale de Pinker, qui est assez révolutionnaire, c'est que l'esprit humain, c'est pas une page blanche. C'est plutôt une sorte de couteau suisse ultra sophistiqué, conçu par la sélection naturelle pour résoudre les problèmes de nos ancêtres. Et ce qui est vraiment puissant là-dedans, c'est que ça connecte deux théories scientifiques majeures. D'un côté, la théorie de l'information, qui voit l'esprit comme un processeur de données, et de l'autre, bien sûr, la théorie de l'évolution de Darwin. Pinker fusionne les deux. Du coup, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. D'abord, comment l'esprit calcule, ensuite, qui a écrit le logiciel, et enfin, la logique cachée derrière nos émotions. Ok, allons-y. Cette idée de l'esprit comme un ordinateur, ça a l'air simple, mais en fait ça cache un problème énorme. Pinker utilise une analogie géniale du philosophe Daniel Dennett pour l'illustrer. C'est le problème du cadre. Imagine un robot. Mission, toute simple. Aller chercher une batterie dans une pièce. Sauf que, il y a aussi une bombe à retardement dans la pièce. Un scénario qui semble gérable, a priori. Exactement. Première tentative, le robot, on va l'appeler R1, il est assez logique. Il voit la batterie sur un chariot, il se dit, si je tire le chariot, la batterie vient avec. Il tire le chariot. Sauf que la bombe était aussi dessus. Il n'a pas pensé à cette conséquence-là. Et, boum, fin de R1. Il n'a pas su déduire les effets secondaires importants de son action. C'est un problème classique en IA, ça. Alors, pour la deuxième version, R2, les ingénieurs se disent, OK, il doit calculer toutes les conséquences de ses actions. Le robot se met au travail. Si je tire le chariot, la couleur des murs ne changera pas. Si je tire le chariot, la position de la chaise à gauche restera la même. Et il se perd. Il est en train de lister des millions de trucs qui ne vont pas se passer. Et pendant ce temps, la bombe explose. Échec à nouveau. Il est paralysé par une infinité de calculs inutiles. Il ne sait pas faire le tri. C'est ça. Et du coup, troisième tentative, R3. Il est programmé pour faire la différence entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Alors il commence. Le fait que le ciel soit bleu n'est pas pertinent. Le fait que mon nom soit R3 n'est pas pertinent. Il passe tout son temps à faire des listes de choses non pertinentes pour les écarter. Et boum, la question c'est comment notre cerveau fait-il pour savoir en une fraction de seconde que la bombe est pertinente et que la couleur des murs ne l'est pas? C'est un mystère profond. Mais ce qui est fascinant avec cette vision de l'esprit ordinateur, c'est qu'elle résout un très vieux problème philosophique. Comment l'esprit, qui est immatériel, peut agir sur le corps, qui est matériel? La réponse de Pinker, c'est qu'il n'y a pas de fantôme dans la machine. C'est l'information, le traitement des symboles dans notre cerveau, qui sont bien physiques, ce sont des neurones qui s'activent, qui déclenchent d'autres événements physiques, comme un muscle qui se contracte. Attends, mais cet argument, il a ses limites, non? Je pense à l'objection la plus célèbre, celle de John Searle, avec sa chambre chinoise. Absolument. C'est le contre-argument principal. Searle nous demande d'imaginer un homme qui ne parle pas un mot de chinois enfermé dans une pièce. On lui glisse des papiers avec des questions en idéogramme chinois. Et l'homme, il a un énorme manuel de règles qui lui dit « Si vous voyez cette suite de symboles, écrivez cette autre suite de symboles en réponse. » Il ne comprend rien à ce qu'il fait, il ne fait que suivre les instructions. C'est une recette de cuisine, en gros. C'est exactement ça. Et de l'extérieur, les réponses qu'il produit sont si parfaites qu'on a l'impression de discuter avec quelqu'un qui maîtrise le chinois. Pourtant, l'homme à l'intérieur n'a aucune idée de ce dont il parle. Ça pourrait être de la poésie ou des résultats sportifs, il n'en saurait rien. Pour Searle, c'est la preuve que manipuler des symboles, même de façon complexe, ce n'est pas la même chose que comprendre. C'est un argument qui a longtemps semblé imparable. Mais est-ce qu'il tient encore la route à l'ère de l'IA moderne? Un chat GPT, finalement, c'est quoi d'autre qu'une chambre chinoise hyper sophistiquée? Et pourtant, le résultat est bluffant. Tu mets le doigt sur le cœur du débat. Certains diraient que oui, ChatGPT n'est qu'un perroquet stochastique, sans aucune compréhension réelle, mais d'autres rétorquent que quand le système atteint une telle complexité, la compréhension émerge des interactions, que peut-être la compréhension n'est rien d'autre que ce traitement de l'info à très grande échelle. Le débat est loin d'être clos. C'est fascinant, ça me fait penser à une nouvelle de science-fiction de Terry Bisson qui retourne complètement le problème. C'est l'histoire d'extraterrestres qui découvrent la vie sur Terre. Un explorateur fait son rapport à son commandant, il dit « Ils sont faits de viande ». Le commandant n'en revient pas. « De la viande ?» « Non, non, répond l'explorateur, ils sont de la viande. »« Mais alors, qui pense ?» demande le commandant. « Leur cerveau. Le cerveau est fait de viande. » Et là, le commandant explose. « De la viande qui pense ? Vous me demandez de croire en de la viande pensante ?
J'adore cette histoire. Elle est géniale parce qu'elle nous force à voir à quel point notre intuition est biaisée. On a du mal à imaginer que de la matière organique, de la viande, puisse être le support de la pensée, alors que c'est ce qu'on expérimente tous les jours. C'est juste un rappel que la pensée est le produit d'une machine physique incroyablement complexe, peu importe si elle est faite de silicium ou de carbone. Et cette histoire de viande pensante, c'est une transition parfaite en fait. Parce que si notre esprit est une machine biologique, la grande question c'est qui a écrit le programme? Et c'est là qu'on arrive au deuxième pilier de Pinker, l'évolution. Exactement. Le programmeur, c'est la sélection naturelle. Pinker l'appelle le programmeur aveugle. Nos modures mentaux, nos intuitions, nos émotions ne sont pas là par hasard. Ce sont des adaptations, des logiciels sélectionnés au fil de millions d'années. Et c'est un point crucial, sélectionné pour l'environnement de nos ancêtres, pas le nôtre. Précisément, c'est ce qu'on appelle la théorie du décalage. Nos cerveaux sont adaptés pour la savane africaine, pas pour les réseaux sociaux et les supermarchés. L'exemple le plus simple, c'est notre goût pour le sucre, le sel, le gras. Pour un chasseur-cueilleur, trouver des calories, c'était une question de survie. Cette envie était donc un programme adaptatif. Aujourd'hui, avec un frigo plein, ce même programme est devenu un problème pour notre santé. C'est ce qui rend la psychologie évolutionniste si éclairante. Elle explique des choses qui semblent être des bugs, mais qui étaient des features très utiles. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est la théorie de Margie Prophet sur les nausées de grossesse. On a toujours vu ça comme une maladie, un effet secondaire pénible. Oui, la vision classique, c'est que c'est un dysfonctionnement. Prophète, elle, renverse complètement cette perspective. Elle dit « Et si ce n'était pas une maladie, mais un mécanisme de protection ?» Elle part d'un constat simple. Beaucoup de plantes produisent des toxines pour se défendre. Pour un adulte, c'est souvent inoffensif, mais pour un embryon, ça peut être désastreux. Et là, le détail qui change tout, à quel moment les nausées sont-elles les plus fortes? Exactement pendant la période où les organes du fœtus se développent et sont les plus vulnérables. C'est un garde du corps chimique pour le bébé. C'est une illustration parfaite de la méthode en rétroconçoit un trait psychologique. On se demande à quel problème ancestral ça aurait pu être une solution. D'ailleurs, ça nous amène à un autre point que Pinker clarifie très bien, la confusion autour de l'idée de gène égoïste. Ah oui, quand on entend ça, on imagine tout de suite des individus méchants qui ne pensent qu'à eux. Alors que ça n'a presque rien à voir. Il faut bien séparer les niveaux d'analyse. Un gène égoïste, ça ne veut pas dire qu'il produit un organisme égoïste. Le seul but d'un gène, c'est de faire des copies de lui-même. Et parfois, la meilleure stratégie pour un gène, pour se répliquer, c'est de construire un cerveau capable de coopération, d'amour, d'altruisme, surtout envers les proches qui partagent ces mêmes gènes. Il ne faut jamais confondre le but de nos gènes avec nos propres buts. Le désir sexuel est notre stratégie pour chercher du plaisir. Le plaisir sexuel est la stratégie des gènes pour se propager. C'est fou de se dire ça, que nos objectifs les plus personnels sont instrumentalisés par nos gènes. Et ça nous conduit directement à la dernière partie, la logique cachée de nos émotions. On a cette image romantique des émotions comme des forces irrationnelles, des pulsions animales qui sabotent notre raison. La passion contre la raison, le grand cliché. Pinker, lui, dit que les émotions ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités essentielles. Ce sont des programmes ultra sophistiqués, des algorithmes façonnés par l'évolution pour nous orienter vers des objectifs qui étaient, en moyenne, bénéfiques pour nos gènes. Et le plus contre-intuitif, c'est l'analyse qu'il fait des émotions comme la colère ou la vengeance. Oui, pour lui, ce sont des dispositifs d'engagement. C'est un concept de la théorie des jeux. Leur fonction est de rendre nos menaces et nos promesses crédibles. L'analogie parfaite, c'est la machine du jugement dernier dans Docteur Folamour. C'est une arme de dissuasion ultime. Si le pays est attaqué, elle déclenche automatiquement l'apocalypse nucléaire. C'est irréversible. Et donc, même si c'est suicidaire, la menace est parfaitement crédible parce qu'elle est automatique. Exactement. Une rage qui semble incontrôlable fonctionne pareil. Ça envoie un signal très clair aux autres. Ne me provoquez pas car ma réaction ne sera pas rationnelle. Je suis prête à subir des pertes énormes juste pour vous nuire encore plus. C'est une forme de dissuasion incroyablement puissante. Donc quand quelqu'un pique une colère noire pour une petite contrariété au bureau, en fait, il envoie un signal stratégique inconscient. C'est l'idée. C'est une façon de se forger une réputation. Et cette logique s'applique aussi à des émotions positives. Prenez l'amour romantique. L'économiste Robert Frank pose une question simple. Dans un monde où on pourrait toujours trouver un partenaire meilleur, comment faire confiance? C'est vrai que vu comme ça,
l'amour fou, ça a l'air d'un très mauvais calcul. On perd toute objectivité. Mais c'est justement son irrationalité qui fait sa force. L'amour fou agit comme une promesse crédible. En tombant amoureuse, on envoie un signal qui dit « Mon attachement à toi n'est pas le fruit d'un calcul coût-bénéfice. C'est une force irrationnelle qui me lie à toi. Tu peux me faire confiance car je ne suis plus une agente rationnelle sur le marché du mariage. C'est une garantie contre la défection. » C'est une vision qui est à la fois hyper rationnelle et profondément romantique. Mais cette logique a aussi un côté plus sombre, non? Je pense au concept d'auto-du-prix. Absolument. C'est le revers de la médaille. Le biologiste Robert Trivers a suggéré que la meilleure façon de mentir, c'est de commencer par se mentir à soi-même. Pour être un menteur convaincant, il faut être convaincu de son propre mensonge. C'est vertigineux. Ça veut dire qu'une partie de notre esprit peut activement cacher des informations à notre moi conscient, juste pour qu'on soit de meilleurs manipulateurs sociaux. C'est ce que Trivers suggère. Ça expliquerait pourquoi, dans une dispute, chaque personne est souvent sincèrement persuadée d'être la victime altruiste et voit l'autre comme un monstre d'égoïsme. L'esprit se dupe lui-même pour rendre son propre argumentaire plus puissant. Bon, si on fait le bilan, l'image qui en sort est assez décoiffante. L'esprit n'est ni page blanche, ni un ordinateur rationnel. C'est une mosaïque d'instincts brillants, des programmes spécialisés sculptés par l'évolution pour nous aider à naviguer dans le monde. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse que Pinker soulève. Si notre esprit est un produit de l'évolution, conçu pour résoudre des problèmes très concrets, trouver de la nourriture, un partenaire, est-il vraiment équipé pour répondre à toutes les questions ? Tu veux dire que certaines questions sont peut-être à jamais hors de notre portée? Non pas parce qu'elles sont mystiques, mais parce que notre cerveau n'est pas le bon outil. C'est exactement ça. Pinker évoque la possibilité de ce qu'on appelle la clôture cognitive. Certains grands mystères, comme la nature de la conscience ou le libre arbitre, pourraient nous être insolubles, non pas parce qu'ils sont plus compliqués que la physique quantique, mais parce que notre esprit n'a pas les modules mentaux pour les appréhender. C'est un peu comme un chimpanzé. Aussi intelligent soit-il, il ne pourra jamais comprendre la théorie de la relativité. Il lui manque l'appareil cognitif pour ça. Et il se pourrait bien qu'on soit, nous aussi, des chimpanzés face à certains aspects de la réalité. C'est une possibilité. Et ce n'est pas un échec, c'est peut-être juste une limite fondamentale de notre magnifique viande pensante.